Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche, députée de Paris. Tous les sondages actuellement montrent un retournement de tendance dans la cote de confiance du président de la République et de son Premier ministre, Édouard Philippe. Pourquoi, selon vous ? Vous savez, ça fait un an que nous sommes en responsabilité. Moi, je dis toujours qu'il faut regarder ces sondages avec beaucoup de précautions et qu'il ne faut pas gouverner au regard des sondages. Non, mais on a une politique, compte quand même et il se passe quelque chose, une forme de retournement de tendance. Je dirais qu'il y a une impatience, qui est une impatience réelle et justifiée de la part des Français. Ceux qui ont accordé leur confiance à Emmanuel Macron, à la majorité présidentielle, attendent une véritable transformation de la France. Qui n'a pas eu lieu ? Qui est en cours, mais qui prend du temps, bien sûr. On a une année très dense, beaucoup de réformes. Il faut maintenant que ces réformes soient appliquées et que chacun en ressente finalement les conséquences dans son quotidien. Est-ce qu'il y a un moyen d'inverser la tendance ? Sauf à attendre des résultats, ce que vous me dites ? Attendre des résultats, mais surtout continuer d'agir. Oui. Il y a énormément de sujets sur lesquels nous devons nous mobiliser et il faut absolument rester dans cette dynamique, agir un maximum pour absolument tous les Français, qu'ils soient des classes populaires aux classes qui peuvent investir dans notre économie. Et c'est lorsque chacun ressentira ses effets vraiment dans son quotidien que les choses, que cette tendance que vous invoquez se retournera à nouveau, éventuellement. Combien de temps ? On a déjà de bons marqueurs, on sait, en termes de croissance. En ce qui concerne fléchit. On est dans une bonne dynamique. En ce qui concerne le taux de chômage, alors bien sûr qu'on a encore un taux de chômage de masse, et il ne faut pas l'oublier, mais on a eu sur le premier trimestre une baisse qui était tout de même assez significative. On a des investisseurs qui reviennent en France, on a des TPE, PME qui recrutent, et c'est cela qui fera baisser le chômage et inverser cette tendance, oui. Il y a sûrement l'impatience des Français, il y a probablement aussi l'usure normale du pouvoir au bout d'un an et quelques semaines. Espérons ne pas être usé du pouvoir au bout d'un an. Une forme d'usure, disons. Mais il y a quelques points durs, si j'ose dire, qui cristallisent une forme d'opposition ou de mécontentement des Français. Je pense aux 80 km/h. Je pense aussi à toute cette image et tout ce halo autour du président des riches. Les 80 km/h, c'est vraiment une bonne idée d'avoir maintenu ça, même soi-disant pour une expérience de 2 ans. Sauver des vies, est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Oui, mais certains peuvent dire à 70 km/h, on sauve encore plus de vies. Oui, c'est vrai, Et donc ? Mais alors, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher une question d'équilibre. Ouais. Si avec 80 km/h, on peut sauver une vie par jour, on est vraiment en train de parler d'une vie par jour, je pense qu'on est dans une dynamique qu'on ne peut qu'encourager. Il n'y avait pas un moyen de faire plus souple, plus fin, plus proche des gens, des territoires, des routes qui sont dangereuses, d'autres qui le sont moins, non ? Il fallait vraiment une mesure nationale, quelque chose qui s'impose à tout le monde et qui mécontente beaucoup de gens. Vous savez, lorsque le Premier ministre a énoncé son plan donc pour la sécurité routière, il y avait 19 mesures. On est en train d'en parler d'une seule de ces 19 mesures. Qui est la plus spectaculaire. Voilà, mais les 18 autres concourent également à cette sécurité routière que nous essayons de restaurer. L'autre sujet, c'est le président des riches, bien sûr, ce que j'appelais ce halo, cette réputation qui lui est faite. C'est possible de corriger ça ? Je l'espère. Je l'espère parce que quand je vois tout ce que nous faisons, et je vous le dis, c'est ce que je disais en propos introductif, on essaye d'agir pour absolument tous les Français. Ça n'est pas perçu. Ce n'est pas perçu. Ce n'est pas perçu. Le président des riches, il n'augmente pas l'allocation adulte handicapé, il n'augmente pas le minimum vieillesse. Il ne divise pas les classes dans les zones difficiles par deux. Voilà, mais je veux dire, ces arguments, vous les avez... Ce n'est pas des arguments, ce sont des réalités. Ces réalités, vous avez argumenté dessus depuis des semaines, des mois, et ça ne change rien. On aura la semaine prochaine probablement la révélation d'un plan pauvreté. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends un plan ambitieux et qui va changer le quotidien de beaucoup de personnes, qui va permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité de la question aujourd'hui. Quand il faut plusieurs générations pour une personne née dans une famille pauvre pour pouvoir sortir de sa condition, c'est quelque chose qui est accepté de tous. Et nous voulons absolument lutter contre cela. Alors, vous parliez tout à l'heure de perception. Moi, je pense qu'il faut confronter cette notion de droit réel, de situation réelle et de perception. C'est-à-dire que si la situation des personnes évolue, mais qu'elles ne perçoivent pas forcément que cela est en raison de l'action du gouvernement, eh bien, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas. Non, ce n'est pas un échec parce que le plus important, c'est que la situation de ces personnes évolue et qu'elles puissent sortir de leurs conditions. Même si elles ont toujours le sentiment qu'elles sont pauvres et que ça devrait être mieux. Voilà, et surtout, non, pas si elles ont toujours le sentiment qu'elles sont pauvres, si elles ont le sentiment que le gouvernement n'agit pas pour elles, mais qu'en réalité, elles sortent de leurs conditions. C'est ça aussi l'émancipation de chacun que nous portons. Un plan pauvreté, c'est plus, autant ou moins d'aide sociale ?
C'est pas le sujet du plan pauvreté. C'est le sujet. C'est pas une question de plus, autant, moins, c'est mieux. C'est des aides sociales qui vont poursuivre un but. Donc, ce but, c'est de permettre à chacun d'accéder à l'emploi. Parce qu'on pense que le vecteur premier, c'est l'emploi. C'est ce qui permet aussi bien un emploi à une fonction alimentaire, mais c'est ce qui permet aussi la dignité de chacun, c'est ce qui permet le lien social. Ensuite, il y a un postulat de départ, c'est qu'on ne peut pas accéder à l'emploi si on est chaque jour en train de se demander comment on va nourrir ses enfants. Donc bien sûr que l'État doit assurer ce premier socle et doit permettre à chacun de vivre dignement. Avec une allocation unique. Alors une allocation unique, c'est à mon sens une bonne idée, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à savoir ce à quoi tout le monde peut avoir droit. Cela est perçu à des moments différents de l'année. On a parfois des régularisations qui arrivent, on ne sait pas comment les choses se passent. Moi, je suis donc pour il faut simplifier l'accès aux aides. Voilà, une lisibilité du système. Cette question, plus, autant ou moins d'aide, on voit bien que ça vous gêne, vous et l'ensemble des gens qui soutiennent la politique du gouvernement et du président de la République. Est-ce que c'est difficile de dire que dans un État où on a plus de 55% de la dépense publique qui est recyclée et redistribuée, il faut moins d'aide? C'est compliqué à dire? Non, c'est pas ça le sujet. Et vraiment, je vous dis, c'est pas que ça. C'est pas que. Oui, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est ma question. Est-ce que c'est compliqué d'admettre qu'il y a des endroits où il faudra moins d'aide sociale? Je ne pense pas que ce soit, je vous le dis encore une fois, je ne pense pas que ce soit la dynamique et la recherche. Ce n'est pas parce qu'il y a de la dette qu'il faut baisser les aides sociales. Ça, vous y opposerez? Mais le gouvernement ne proposera pas une baisse d'aide sociale pour résoudre la dette. Lorsque l'on propose le reste à charge zéro, c'est-à-dire prendre en charge en 100% les frais de lunettes, d'appareils dentaires et d'audition, donc d'appareils auditifs, ça va coûter énormément. Mais on le fait parce que ça poursuit un objectif. Aux mutuelles en particulier. Aux mutuelles, mais également à l'État, bien sûr. Mais ça poursuit un objectif qui est un objectif de permettre à chacun aussi de vivre dignement. Donc, investir, oui, investir mieux et avec un objectif réel. Je reviens sur la question de l'image du président de la République et de sa cote de confiance. Est-ce qu'il y a un problème de communication chez Emmanuel Macron ? Il y a une communication qui est différente. Il y a une communication qui n'est pas celle que nous avons connue précédemment dans l'exercice politique. Qui n'est pas celle non plus qu'il avait choisie au début de son quinquennat. Paroles rares, des images simplement, très peu de mots. J'ai l'impression qu'en un an, on a changé à de nombreuses reprises de stratégie de communication et je pense que ça continuera comme ça. Est-ce qu'il y a un problème de communication ? Non. Non. Vous voulez une réponse en un mot, je vous dis. Oui, je veux une réponse qui m'explique pourquoi est-ce que... Non, il y a une évolution de la communication. Il peut rappeler la dignité et le respect au président à un jeune et laisser tenir des propos étranges dans la cour de l'Élysée. Comment est-ce qu'il peut dire pognon de dingue pour les aides sociales et laisser filtrer l'idée de la piscine. Toutes ces images contradictoires. Vous vouliez peut-être une censure sur des paroles de musiciens dans le cadre de l'Élysée et cela porterait atteinte... Non, la censure, non, mais prendre garde à ce qu'on fait dire ou ce qu'on laisse dire et aux gens qu'on invite dans la cour de l'Élysée. Les gens qu'on invite, oui. Oui, donc c'est-à-dire qu'on ne doit inviter que des personnes qui sont à 100% d'accord avec absolument tout ce qu'on fait. Est-ce que ces paroles d'une intense vulgarité vous ont pas choqué? Non. Moi, je sais lorsqu'on invite un artiste, on invite un artiste avec absolument tout son champ. Est-ce que ça vous a choqué? Absolument pas. Non. Et vous pensez que c'est normal que ces propos-là... Non, et que ça ne nuit pas, et que ça ne nuit pas à l'image du président. Il faut pas détourner le sujet, parce que ce qui a choqué les gens, et vraiment, je ne comprends pas ce sentiment, c'est cette photo du président de la République avec ses artistes. Et là, des personnes ont pu dire, et notamment, j'ai vu un tweet de Valérie Boyer, qui indiquait que cela portait atteinte à la dignité de l'Élysée. Désolée, mais c'est et notamment parce que quelqu'un avait un t-shirt qui revendiquait le fait d'être fils d'immigrés et homosexuel. Eh bien, désolée, mais c'est ça aussi la France. Et PD. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est cela la France aussi. Et ce sont ces personnes que nous représentons également. Et donc, nous pas de problème de pleinement. Contradiction d'image ou de communication? Non, absolument pas. Donc, au fond, il continue comme ça. Mais qu'il continue comme ça, qu'il change, qu'il évolue aussi, parce que c'est ce qu'il fait. Il utilise plusieurs modèles pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et je pense que cela fonctionne en effet. Merci beaucoup, Laetitia Avia. Je vous en prie.